sur EDTV RDC. Bienvenue sur cette tranche d'analyse. Comme vous allez le remarquer, je ne serai pas seul, je serai avec Damien Twambi qui va commenter et analyser avec nous ici. Pour commencer, on va aller sur notre premier sujet, celui du 69e sommet des Nations Unies qui s'est tenu à New York, où on voit la participation de Joseph Kabila, un Joseph Kabila très critique au sujet des crimes contre l'humanité dans les pays du Maghreb. Et sur le plan économique, il ne soulève pas effectivement les vraies réalités en République démocratique du Congo et échappe un tout petit peu au sujet principal qui était celui du réchauffement climatique, Damien. Oui, effectivement, hein, c'est comme tu le dis, il y a rien de sérieux qui avait été dit autour du réchauffement climatique parce que déjà le Congo lui-même, avec sa grande forêt, c'est un puits de captage de carbone avec sa forêt qui représente plus de 60% de la forêt mondiale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut valoriser et même revendiquer certaines choses par rapport à ça, mais ça, c'est pas mis en exergue. Il y a deux choses en fait qui ont retenu aussi mon attention dans l'élocution de Joseph Kabila. C'est quoi? C'est que par rapport à l'aspect économique, il met en exergue la croissance économique. Il évoque des indicateurs macroéconomiques tels que le taux de croissance économique qui est en évolution selon lui les 13 dernières années, et puis il y a le taux d'inflation qui se stabilise. Mais il n'a pas parlé du taux de chômage, qui est aussi un des indicateurs macroéconomiques qui est très important, parce que le taux de chômage indique quand même plus de 90% de chômage au niveau du Congo. Alors revenons maintenant sur le taux de croissance économique. C'est quand même c'est ignoble d'évoquer la croissance de ce taux dans la mesure où toute évolution du taux de croissance économique indique que dans les années qui suivent, il faut qu'il y ait une incidence sur le développement humain. Et nous savons que le Congo aujourd'hui est classé dernier par rapport à l'indice de développement humain. Et puis au-delà de ça, j'ai vu qu'il a parlé d'Ebola. Mais nous nous souviendrons que dernièrement, lorsqu'il y a eu des catastrophes en Haïti, Joseph Kabila s'était dépêché d'envoyer $1 million en Haïti. Mais on a vu avec quelle lenteur le gouvernement a réagi avec cette situation catastrophique d'Ebola. On a eu plutôt cette politique de main tendue. On attendait que l'extérieur, les étrangers viennent nous aider, alors que par rapport à des situations pareilles touchant nos populations, on doit intervenir. Il y a aussi quelque chose de particulier, puisqu'il parle, il dit que le Congo est debout et il évoque la consolidation de la démocratie en disant que, ben voilà, maintenant il y a quand même un dialogue, il y a un dialogue au niveau politique, il y a quand même une amélioration du climat d'affaires et tout ce qu'on veut, mais il essaie de fustiger, n'est-ce pas, toutes ces violations qui se font dans le Maghreb. Il a même cité, il parle des exécutions sommaires, il parle de prise d'otages, mais c'est exactement ce qui se passe au Congo sous le régime de Joseph Kabila. Mais nous pensons donc qu'il n'a pas donné les bonnes informations. Kinshasa marche de l'opposition de plusieurs partis politiques de l'opposition et les forces sociales de la société civile qui ont manifesté pour s'opposer à une éventuelle révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Votre analyse par rapport à ce sujet et à cette marche et surtout à cette éventuelle et qu'on dirait pas effective d'une révision de la Constitution? Oui, mais effectivement, il y a ce risque qu'on tende vers cela, vers un changement même de constitution, parce que la modification ne peut pas permettre à Joseph Kabila de pouvoir demeurer, mais le changement de constitution lui permettrait de pouvoir demeurer. C'est un problème sérieux qui concerne tous les Congolais. Et là, c'est déjà quelque chose de positif, qu'on puisse voir que les partis politiques d'opposition, certains partis politiques d'opposition, il y a certaines associations de la société civile qui essaient de se mettre ensemble dans un contexte d'une dynamique pour pouvoir dénoncer cette tentative de fraude. C'est positif. Mais nous déplorons quand même une réalité, c'est qu'il y a une sorte de division qu'on voit déjà d'emblée au sein même de cette dynamique de l'opposition, parce que nous avons vu que dans la marche, il y a eu plusieurs ténors de l'opposition qui étaient absents, mais on a vu aussi qu'il y a une autre branche de l'opposition, on parle de Isanga Bonganga ou bien Gabriel Mokia, qui sont aussi sur leur chemin, alors que s'ils sont ensemble, l'impact de la pression serait beaucoup plus important, et ça pourrait avoir un impact. Mais il y a quelque chose aussi d'intéressant
intéressant qu'on a constaté, c'est que parmi les mouvements, les associations qui marchaient, il y avait aussi des associations kabylistes qui disaient non à la révision constitutionnelle. Nous avons vu l'Église catholique monter au créneau, on a vu aussi des scientifiques comme par exemple le professeur Mbata qui aujourd'hui font des analyses qui démontrent de manière assez claire que la modification de la Constitution ou le changement va tout simplement entraîner le pays dans une situation de chaos sérieux. Justice toujours en République démocratique du Congo, mais cette fois, le procès des assassins du général Mamadou Ndala qui se tiendra le 1er octobre prochain à Béni. Réaction. Ah oui, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est déjà bien qu'il y ait un procès, mais vous allez vous souvenir que lorsque Mamadou Ndala meurt le 2 janvier, nous avons vu le gouvernement qui monte au créneau par le canal de Mende. Ils ont confirmé que Mamadou Ndala a été assassiné par les ADF Nalou et il y a eu une forte pression de la population de Béni qui était très proche de général Mamadou Ndala et c'est ça qui a poussé finalement le gouvernement à mettre sur pied une commission d'enquête pour arriver à établir de manière claire les faits. Et suite à cette enquête, on se rend compte que ce sont des éléments de FARDC qui ont été à l'origine de cet acte. Donc, mais maintenant, là, il y a quand même certaines questions qui se posent. Le 1er octobre, il y aura procès. Est-ce que ce ne sera pas un procès qui va ressembler à celui, par exemple, de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila ou encore à celui de Floribert Chebeya? Parce que nous savons tous que la justice militaire ou civile du Congo est très inféodée au pouvoir politique congolais. Oui, cette fois, les nouvelles nous ramènent en Belgique, ici sur place, où le camp d'Arbour est lancé pour la formation d'un nouveau gouvernement fédéral et on voit un Charles Michel partant favori pour occuper la 16 rue de la Loi à 38 ans. Et par rapport à ce sujet, on aimerait aussi que vous fassiez un petit parallélisme avec la situation gouvernementale en République démocratique. Oui, c'est vrai, ça fait quand même 4 mois qu'on attend le gouvernement en Belgique et là, les choses commencent à se dessiner. Il y a quelque chose qui est un peu différent par rapport à l'année passée. On est resté 500 jours parce que là, le climat était très tendu entre les protagonistes. Là, on a l'impression que le climat est quand même assez apaisé et qu'ils sont en train de trouver des solutions. Et là, le nom de Charles Michel est cité et d'ici la fin de la semaine, il devrait aboutir à pouvoir proposer, à pouvoir faire un accord budgétaire. Mais il faut signaler qu'effectivement que le prochain gouvernement a des défis sérieux à relever. Vous savez, la Belgique aujourd'hui connaît des déficits budgétaires sérieux tous les ans. L'année passée, le déficit budgétaire belge est estimé à 2,8% du PIB et cette année déjà il tend au 3% et la Belgique, vous savez, elle est critiquée par rapport au fait qu'elle consomme au-delà de ses moyens. Donc le prochain gouvernement est appelé à être sérieux, à pouvoir mener des actions qui sont en adéquation, n'est-ce pas, avec le budget. Mais maintenant là, nous avons quand même un Charles Michel qui est en train de pointer déjà au nez. Mais par rapport au Congo, vous savez qu'il y a quand même un rapport avec l'opposition qui est très tendu entre le MR et évidemment les gens qui sont dans l'opposition parce que nous savons que généralement le MR a toujours, n'est-ce pas, des ondes négatives par rapport au développement du Congo, à la situation globale du Congo. Alors mais cette fois-ci, nous espérons vraiment que puisqu'il y a quand même une coalition qui est un peu différente des coalitions des années passées, nous espérons qu'avec l'apport des partis flamands, ça peut-être changer plus ou moins la politique belge au niveau du Congo. Mais il ne faudrait pas qu'effectivement que les partis politiques, les mouvements d'opposition congolais puissent dormir sur leur laurier. Il faudrait à un moment donné qu'ils puissent être vigilants, que la pression puisse continuer pour que la nouvelle coalition gouvernementale belge puisse avoir plutôt une influence, une incidence positive au niveau du Congo. Merci Damien. Nous partons dans le reste du monde traiter la question de l'État islamique. Aujourd'hui encore, on apprend qu'après 15 jours de siège, les combattants kurdes qui défendent Kaban, qui se trouve dans le nord-est de la Syrie, se sont à bout de souffle. Et on apprend que les djihadistes de l'État islamique se trouvent à moins de 5 km de l'enclave kurde. Votre analyse, votre réaction par rapport à ce mouvement, à leur démarche et encore une fois, pour susciter beaucoup plus d'intérêt aux Congolais, on aimerait que vous fassiez un peu le tour de cette question de l'État islamique. Oui, effectivement, le mouvement est en train d'avancer vraiment. C'est un mouvement qui est très soutenu, que ce soit sur le plan de la solidarité musulmane de la région, mais il y a à peu près 12
12 000 combattants qui viennent de 74 pays différents, qui viennent d'adhérer, qui viennent de rejoindre le mouvement. Et il y en a 3 000 qui viennent des pays européens. Vous savez, sur le plan économique, ils sont assez forts parce qu'ils sont en train de contrôler plus ou moins 12 champs pétroliers dans la région qui leur apportent 120 000 à 150 000 barils de pétrole tous les jours. Et pour votre information, c'est de pétrole qu'ils vendent même à des pays occidentaux qui achètent ce pétrole à demi-prix ou à un quart de prix. Donc c'est quand même assez sérieux. Et là, nous voyons au-delà de ça que les Américains aujourd'hui, avec une coalition qu'ils ont mise sur pied, ils ont commencé à réagir. Mais de l'autre côté aussi, c'est assez tendu parce que nous voyons le calife qui lance un mot d'ordre pour dire qu'il faudrait par tous les moyens, de toutes les manières que ce soit, tuer tous les infidèles. Et les infidèles, c'est qui? Ce sont les Américains, ce sont les Français, c'est des Belges, c'est des Occidentaux. Mais maintenant, cette situation, regardez comment elle est en train de susciter l'intérêt des Occidentaux. Mais c'est la même situation qui a régné pendant plusieurs années au Congo. À l'est du Congo aussi, il y a des mouvements qui venaient du Rwanda, de l'Ouganda, qui ont voulu occuper, n'est-ce pas, l'est du Congo. Mais pendant ce temps, c'est des mouvements, des mouvements militaires, des pays qui ont commis des exactions au niveau du Congo. Il y a eu des viols des femmes, il y a eu des pillages, systématiques de nos ressources, comme eux ils le font aujourd'hui exactement avec le pétrole. Mais regardez le silence pendant plusieurs années de la communauté internationale. Mais regardez là, il y a une réaction de la communauté internationale. Est-ce que la situation du Congo semble être moins importante que celle de cette région, ou bien qui dirait aussi que c'est peut-être aussi un jeu de ces mêmes Occidentaux? Pourquoi est-ce qu'ils doivent maintenir pendant longtemps une situation de tension qui doit amener à cette situation? Et là, la question reste posée. Merci à toi, Daniel Twambi, pour tes réflexions et analyses. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'analyse. Nous vous serons très reconnaissants si vous vous trouvez toujours devant vos postes pour nous regarder, pour nous suivre sur www.edtvrdc.com ou soit visiter notre page Facebook/edtvrdc.com. Merci et à la prochaine. Au revoir et à très bientôt.